Dépôt ce jeudi au bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur la congolité par le député national Ntsingui Pouloulou. La dite loi consacre le verrouillage à l'accès à la magistrature suprême qui devra être réservé aux Congolais des pères et des mères. 39,5 millions de dollars, c'est à cette hauteur qu'est chiffré l'aide humanitaire du Canada en RDC cette année. L'ambassadeur canadien en poste à Kinshasa a tenu un point de presse jeudi pour annoncer cet important geste. À la veille des élections à l'UNPC Kinshasa, les journalistes parlementaires de la RDC se rangent derrière la candidature de Jean-Marie Kassamba. Ils en appellent à la mobilisation tous azimuts de leurs collègues afin d'un vote utile. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue. On ouvre avec les nouvelles de l'Assemblée nationale où il y aura bel et bien débat sur les verrouillages des postes de souveraineté. La proposition de loi sur la congolité a été déposée ce jeudi par le député national Ntsingui Pouloulou qui en assume désormais la responsabilité. Noël Tchiani, initiateur de cette proposition, se dit quant à lui déterminé à faire adopter son initiative par les députés nationaux. L'initiative de Noël Tchiani sous la proposition de la loi modifiant et complétant la nationalité congolaise, mieux connue sous la dénomination loi sur la congolité, a été endossée par les députés nationaux Ntsingui Pouloulou, qui est allé déposer ce jeudi 8 juillet au bureau de l'Assemblée nationale. À travers cette proposition de loi, les députés nationaux Ntsingui Pouloulou estiment qu'elle donne à tous les Congolais de partout de jouir de ces droits de Congolais. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchiani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise, mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère. Initiateur de la proposition de loi, Noël Tchiani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, distingue deux innovations majeures. Pour lui, la proposition de loi consiste dans un premier temps à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté. Président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, au commandement militaire de l'armée, au commandement du commissariat général de la police, aux magistrats, ministères régaliens, pour ne citer que cela. Pour toutes ces fonctions de souveraineté, il estime qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et assurer que le destin en ce qui concerne la RDC est entre les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Et la deuxième innovation est que, selon Noël Tchiani, cette proposition de loi est une et exclusive. Aucun Congolais ne peut la perdre. Pour les députés Ntsingui Pouloulou, plus de 250 d'entre eux ont signé, même ceux d'Ensemble, ce qui a poussé les députés d'Ensemble de réagir et de dire qu'il n'a jamais été question. Une proposition de loi qui prône la discrimination, qui prône l'exclusion d'une catégorie de peuple congolais. Et je crois que moi, en tant que membre de l'Ensemble pour le changement, je vais me battre jusqu'à la dernière énergie pour que cette proposition de loi ne puisse pas passer au sein de notre Assemblée nationale. Bien avant, Bintou Keïta, représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, a, dans sa déclaration du mercredi 7 juillet 2021, lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, prévenu sur les conséquences potentiellement dangereuses qui pourront découler du débat sur la congolité. Allant dans le même sens, Makamer, ambassadeur des Nations Unies en RDC, s'est montré favorable au Conseil de Bintou Keïta et rappelle à tous les Congolais de pouvoir organiser les élections à temps, des élections inclusives sans exception aucune. L'ambassadeur canadien en poste à Kinshasa a tenu un point de presse jeudi en compagnie du ministre des Affaires sociales et humanitaires pour annoncer un important geste, 39,5 millions de dollars américains. C'est à cette hauteur qu'est chiffrée l'aide humanitaire du Canada en RDC cette année. Il s'agit de la 4e plus importante aide que le Canada octroie à travers le monde. Une croissance de 23% par rapport à l'année dernière, vu les urgences que rencontre le pays en ce moment, en passant de la crise sanitaire à l'éruption volcanique ou encore aux conflits armés.
Bien que l'amitié entre les deux pays date des dizaines d'années déjà, le Canada, qui se sent à l'aise d'aider la RDC, aurait quand même souhaité que le pays rencontre beaucoup moins des problèmes. Ces 39,5 millions de dollars canadiens vont aider à travers des ONG partenaires pour la protection des personnes vulnérables, pour la distribution d'eau potable et des vivres, ou encore soutenir les victimes et survivants des violences sexuelles. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer davantage à la réponse humanitaire en RDC cette année, avec une aide qui passe de 32 à 39 millions de dollars. Déjà en 2020, le Canada était le 5e plus grand bailleur humanitaire après les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et ECO. Le ministre des Affaires sociales, qui a reçu le cœur joyeux l'ambassadeur canadien, s'est réjoui de cette aide humanitaire qui doit soulager la population. Une augmentation substantielle parce que c'est parti des 32 millions à 39 millions de dollars pour l'exercice 2021-2022. Nous pouvons nous en réjouir. La RDC a enregistré plus ou moins 19 millions de personnes en difficulté d'alimentation, en situation de malnutrition aiguë cette année. Le Canada, important partenaire de la RDC, compte aider au maximum pour répondre à ses besoins humanitaires. À la veille des élections des nouveaux membres à l'Union nationale de la presse, section Kinshasa, les journalistes parlementaires de la RDC ont renouvelé leur soutien au président Jean-Marie Kassamba. Ils profitent à l'occasion pour appeler tous les autres à voter utile en faveur du directeur général de l'espace 50. Nous, membres de la presse parlementaire du Congo, réunis en Assemblée générale extraordinaire en date du 6 juillet 2021 suite à l'Assemblée générale élective du comité provincial de l'INPCV de Kinshasa. Après avoir fait l'évaluation du premier quinquennat du président sortant Jean-Marie Kassamba, tenant compte également de la complexité dans l'exercice de notre métier du journaliste dans la capitale congolaise. Ajoutons à cet effet l'émergence de l'utilisation des nouvelles outils de la technologie et de la communication. Il regarde à ce qui précède. La presse parlementaire du Congo déclare ce qui suit. Réitère son soutien à la candidature de notre confrère Jean-Marie Kassamba au poste du président provincial de l'INPCV de Kinshasa. Recommande à ces derniers de fédérer toutes les corporations réunissant les professionnels des médias dans un cadre mixte d'échanges permanents pour regarder dans la même direction dans l'exercice de notre noble métier. Exhorte les consoeurs et confrères à l'unité pour empêcher la campagne de diabolisation source de division qui affaiblit l'objectivité dans l'exercice de notre métier. Et pour stopper la propagation du coronavirus dans les écoles, ce jeudi, le lycée Tobongisa dans la commune de Ngaliema a été désinfecté. Une opération rendue possible grâce à l'appui du Fonds national de solidarité contre cette pandémie. Ils avaient la peur au ventre et tous ont décidé d'abandonner les salles des classes. Ils, ce sont les enseignants du lycée Tobongisa qui ont enregistré 4 cas de contamination du coronavirus lors d'une opération de dépistage volontaire organisée il y a peu dans leur établissement. Et suite au cri des larmes de Thérèse Boulossi, préfet des études, la réponse n'a pas tardé. Ce que je peux dire, c'est remercier sincèrement les coordonnateurs du Fonds national de solidarité pour cette attention qu'on vient de désinfecter notre école. Aujourd'hui, je suis vraiment très satisfaite parce que les enseignants ne voulaient pas entrer dans des salles de classe, ils avaient peur. Mais je pense avec cette action, tout le monde est content et la semaine prochaine, je pense que tout le monde va entrer dans des salles de classe sans problème. Il y avait 4 cas de nos élèves qui étaient atteints du Covid et lors des dépistages, il y a eu deux agents qui étaient positifs. Alors ils avaient peur. C'est comme ça que nous avons insisté pour qu'on vienne désinfecter les salles de classe. Rassurés de l'action de l'opération, les enseignants sont à nouveau disposés de répondre avec le cours. Rappelons ici que le projet de dépistage volontaire mis en place par le Fonds national de solidarité contre le Covid-19 permet aux autorités sanitaires la prise en charge rapide des personnes jugées positives en République démocratique du Congo.
de l'énergie dans nos maisons. Quel est l'impact du réchaud à gaz dans la conservation de l'environnement? On en parle ce soir avec Henri-José Fumukani, les superviseurs des ventes à la société Sogaz, qui a d'ailleurs lancé la promotion Gaz et Lokopamba. Il est invité de ce journal. Bienvenue. Merci. Bonsoir madame. Merci. Sogaz n'est plus à présenter de nos jours. Peut-on savoir en quoi consiste cette nouvelle offre? Ok. Cette nouvelle offre s'était étalée en 2 volets. Il y avait un volet qui partait du 24 février au 24 mars, qui était dédié aux kits et aux recharges. Nous avons réduit le prix de nos recharges à près de 20%. Et l'offre qui continue et qui va prendre fin le 24 juillet, donc le 24 de ce mois, porte sur les kits. Donc les kits qui étaient à 33,5 $ vont descendre, sont actuellement à 20 $. Et ceux qui étaient à 87 et 76 $, vous pouvez les avoir actuellement à 40 $. Et donc, quels sont les avantages, je l'ai dit tantôt, sur le plan environnemental d'utiliser les réchauds à gaz plutôt que de la braise, le charbon, comme on avait l'habitude? D'accord. On est là, vous serez d'accord avec moi, ou tout le monde sera d'accord avec moi, qu'actuellement, ou sur le marché congolais, il y a, à part l'électricité, l'autre énergie qui est utilisée pour la cuisson, et dédiée à la cuisson, c'est le charbon de bois. Or, on se rend compte que actuellement, avec le temps qui avance, nous sommes butés à un défi écologique qui est de préserver nos forêts. Donc, le gaz est le substitut le plus propre au charbon de bois. De manière chiffrée, pour obtenir 180 kW, c'est l'équivalent de 91 kg de charbon de bois, qui est équivalent à une bouteille de 12,5 de gaz. Donc vous vous rendez compte qu'en utilisant du gaz, on préserve à peu près, en utilisant une bouteille de 12,5 kg pendant un mois, on préserve à peu près 91 kg de charbon de bois. Actuellement, à Kinshasa, Sogaz n'est pas la seule société à vendre des réchauds à gaz. Quelle est votre particularité par rapport à la concurrence? D'accord. La particularité de Sogaz, c'est qu'au cœur de notre politique ou de notre stratégie commerciale, il y a le consommateur. Donc nous sommes à l'écoute du consommateur. Et c'est pour cette raison que vous voyez que nous avons élargi notre circuit de distribution parce que nous sommes vraiment à l'écoute du consommateur. Et derrière cette écoute du consommateur, nous avons mis à disposition certains canaux tels que le call center, nos points de vente, les réseaux sociaux par lesquels les différents consommateurs peuvent nous contacter ou les futurs consommateurs peuvent nous contacter pour être satisfaits. On peut dire que vos points de vente sont vraiment accessibles à tous actuellement à Kinshasa. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas de danger d'incendie en utilisant des réchauds à gaz plutôt que le Makala comme on avait l'habitude? Ok. Il est vrai que dans le subconscient du Congolais, presque tout le monde pense que le gaz, quand on voit gaz, on voit incendie. Mais il faut avouer que dans le domaine de tout ce qui est sécurité, il y a le côté préventif. Et pour, si je peux dire, pour pallier à ce danger qui peut être minime à l'utilisation de gaz, sur tous nos points de vente, nous avons eu à former les différents vendeurs. Et comme j'ai dit, on a des canaux de contact par lesquels les clients peuvent nous contacter pour être rassurés. Merci beaucoup, José Fumukani. Je rappelle que vous êtes superviseur des ventes à la société Sogaz, qui a d'ailleurs lancé la promotion Gaz et Lokopamba. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, madame. Dossier Camille. Une dizaine d'organisations féminines a déposé ce jeudi un mémorandum à la primature. Ces femmes dénoncent la discrimination dont est victime Chantal Bachizi-Lembo, nommée directrice générale du Camille depuis 2018, mais dont la prise des fonctions est retardée sur instruction du Premier ministre Sama Lukonde. Elle demande donc au chef du gouvernement de rapporter son instruction afin que la remise et reprise soit effective et que Chantal Bachizi-Lembo soit rétablie dans ses droits. Oui, nous sommes réunis ici, plusieurs organisations féminines. Nous venons de déposer notre mémo au Premier ministre par rapport à la situation qui se passe au cadastre minier. Cette situation concerne particulièrement Mme Chantal Bachizi qui a été nommée directeur général depuis 2018. Jusqu'à présent, elle n'arrive toujours pas à accéder à ses fonctions. Ça fait 3 fois qu'il y a eu des reports et pour la dernière fois, le Premier ministre a bien signifié que
la date est prévue pour le 17 juillet. Nous ne voulons plus jamais de report par rapport à cette date. Et nous savons bien que le Premier ministre, c'est un homme de parole. Nous le tenons au mot et nous savons que la date du 17 ne sera jamais reportée. Écoutez, le poste n'a pas de sexe. Le poste n'a pas de sexe, le poste a besoin des compétences. Et maintenant où nous voyons le chef de l'État en train de prôner cette vision genrée, et nous nous disons que c'est possible que les femmes assument et assure en tout cas ce poste de décision. Écoutez, Camille, le mine, c'est un secteur où les femmes sont marginalisées. C'est un secteur où les femmes donnent leurs énergies. Et pourquoi pas une femme à la tête pour plaider en faveur de ces femmes? Raison pour laquelle le mouvement de femmes, c'est une initiative de FESO, mais également nous des DGF, nous avons dit, écoutez, les femmes, on doit solidariser, les femmes, on doit se soutenir pour que demain, on ne dise pas « Basi balingana raté, basi basungana raté ». Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba à l'occasion de la cérémonie de présentation des engins pour le lancement des travaux de réhabilitation et construction des routes. Fifi Masuka, gouverneur ad interim, s'est rendu dans la chefferie de Bayeke. Il s'agit de la résultante de la redevance minière dans le cadre de la vision du chef de l'État qui tient à ce que la population du Lualaba bénéficie réellement de ses richesses naturelles. C'est par les coups de canon, comme la tradition l'exige, à l'arrivée des invités de marque que la cérémonie d'inauguration d'un atelier des engins de terrassement routier et agro-pastoral s'est déroulée sous les auspices du gouverneur intérimaire sur invitation du grand chef Godefroy Munongo Kaneranera. Masuka Saini Fifi a parcouru 209 km en compagnie du président de l'Assemblée provinciale Louis Kamoni Tumbu Mataïla et de quelques membres de l'exécutif provincial dont Paulin Kalau, ministre AI des infrastructures. Accueilli par une foule immense, la délégation gouvernementale et parlementaire du Lualaba a eu d'abord droit à la présentation du programme quinquennal de la chefferie de Bayeke avant de procéder à l'étape la plus attendue du jour qui était l'inauguration des engins. Fifi Masuka Saini a également été à l'université Msiri où elle a bénéficié des ovations sans précédent de la part des étudiants et du corps académique avant de recevoir leur doléance au rectorat. Masuka Saini Fifi leur a promis le soutien du gouvernement provincial. L'autre étape était la visite de la radio-télé Tankiri du Garingazé de la chefferie où elle a tenu un point de presse. Elle a répondu aux questions des chevaliers de la plume et du micro avant de clore sa tournée par le partage d'un repas avec toute l'équipe de la chefferie. Aujourd'hui, la redevance dans la chefferie de Bayeke est en train de montrer le fruit. C'est le fruit d'un travail de plusieurs législateurs qui ont travaillé et voilà qui apportent de fruits à la terre où appartiennent les minéraux. C'est ce que nous allons retenir d'abord et pour ça, les félicitations s'imposent à l'équipe qui est en train de gouverner cette chefferie parce que ce que nous venons de voir en termes de pourcentage, nous allons au-delà de la satisfaction. Masuka Saini Fifi n'y est pas allée main bredouille. Elle a apporté un lot d'épargne pour les femmes de la chefferie. Et c'est tard dans la soirée que Fifi Masuka Saini et sa délégation ont pris le chemin de retour vers le chef-lieu de la province du Lualaba. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga, a effectué la visite des différents chantiers lancés à travers sa juridiction. Un exercice quasi quotidien qui a connu la participation du vice-président de l'Assemblée provinciale, Jean-Faustin Tassilé. Ce dernier a salué la détermination de l'autorité provinciale à vouloir transformer le Haut-Uélé. C'est par ces chants, acclamations et pas de danse que le cortège de députés provinciaux est accueilli aux abords de la rivière Lepoko. Nous sommes dans l'agglomération de Bolé-Bolé où ces élus provinciaux avec à la tête le président Afaoundi Afongenda Sumbu qu'accompagne l'exécutif provincial sont venus s'enquérir de l'évolution des travaux sur ce tronçon Isiro, Ibambi, Bolé-Bolé, combien important sur le plan économique. Car il faut le dire, c'est grâce à l'autorisation express de l'organe délibérant que Christophe Bassiani-Nanga ne cesse de métamorphoser sa province. Pour le député Jean-Faustin Tassilé, vice-président, l'espoir renaît
du jour au lendemain dans la province du Haut-Uélé. Les travaux sont déjà en cours et ils continuent avec ça. Que les autres qui sont dans d'autres endroits, dans d'autres milieux, ne se sentent pas oubliés. Il fait tel que nous l'avons vu. Nous sommes vraiment très encourager la population d'apporter main forte et de se sentir à l'aise parce que les routes vont traverser dans leur milieu, les routes vont les atteindre là où ils sont parce que qui savait aujourd'hui que Bolé sera ouvert. Cette visite simple mais riche en couleurs permet également une communion parfaite entre la population et ses élus. Pour le ministre de l'Intérieur, Crispin Alibou, rien ne va plus arrêter cet élan de développement déjà déclenché. Qu'on nous laisse le temps. On ne construit pas une province à une journée, à une semaine. Il faut du temps. Et voilà, nous sommes à pied d'œuvre. Et nous demandons à la population de Dungu, de Niangara, de Rungu, de patienter. Parce que ce que nous sommes en train de réaliser ici, ce n'est pas uniquement pour Wamba, c'est pour la province entière. Il faut le dire, cette visite a permis également à ces députés provinciaux d'avoir le cœur net sur la destination des finances provinciales pour le bien de la population. Motion de défiance contre le gouverneur Bobo Boloko. Les députés relèvent des irrégularités contenues dans la procédure du traitement de la dite motion. Au total, ces députés ont organisé le point de presse au sein de l'Assemblée provinciale pour condamner le comportement de leur président. Selon eux, il leur a privé le droit de vote et le droit de défense au gouverneur. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'Assemblée provinciale de se réunir à son siège habituel, son bureau peut décider du lieu qui habitera provisoirement ses travaux. Voilà la raison pour laquelle n'a pas irrégularité wana tango bureau et siège te bandeko nangai. On a parlé du bureau. Le bureau se compose de 5 membres. Les 5 membres wana ceux qui se réunir ils allaient sanctionner un PV. Après PV, on a signé par les 5 membres qui composent le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. L'oppose comme rapporteur. Il communique les autres députés officiellement. Vu les circonstances exceptionnelles, nous avons décidé de délocaliser les travaux de l'Assemblée provinciale de l'Équateur et on va préciser les collègues députés. Soit on sera à Yonda, soit on sera à Wenji Sikli. Mais l'Obiwana, vous allez qui bat témoin que moto accueilli, peut accueillir que ça la misala naye, tournanda koya. Je vous dis aussi, il ne s'est jamais tenu une séance plénière lobby. Ce sont des histoires qui se sont faites quelque part. Et nous avons l'information. Parce que ce qui va évoquer d'une manière erronée l'article 3 de notre règlement intérieur. Le vice-gouverneur de la province du Sankourou vient de signer son adhésion à l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Par cet acte, Paul Tchabilo Koto veut accompagner la vision du chef de l'État pour la concrétisation du slogan « Le peuple d'abord ». L'événement précédé par une importante marche des membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, partie de la résidence de l'autorité provinciale jusqu'au siège du parti, a été dirigé par le président fédéral de Lusambo, Lutu Honda, a félicité les nouveaux membres avant de les inviter à se conformer à la philosophie du parti ainsi qu'à l'idéologie de l'Union sacrée de la nation, initiée par le chef de l'État. L'acte d'adhésion s'est matérialisé par la signature d'un engagement. Dans son discours des circonstances, Paul Tchabilo Koto affirme avoir adhéré dans l'UDPS pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la matérialisation de sa vision. Le peuple est d'abord. Se confiant à la presse en sa résidence officielle quant à ce, le vice-gouverneur de la province du Sankourou s'exprime. Confirmer mon adhésion à l'UDPS. Je vous ai dit que depuis longtemps j'étais membre de l'UDPS depuis 2014. Et beaucoup de gens avaient des doutes, mais pour quand même confirmer que je suis l'UDPS, si je suis allé m'adhérer aujourd'hui, c'est pour quand même soutenir le chef de l'État, accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il va faire. Donc j'ai le sentiment de soutenir ou d'accompagner le chef de l'État au peuple sankourous, de nous soutenir et de nous accompagner dans cette. Place au rappel des principaux titres.
Dépôt ce jeudi au bureau de l'Assemblée nationale de la proposition de loi sur la congolité par le député Ntsingi Pouloulou. La dite loi consacre le verrouillage de l'accès à la magistrature suprême qui devra être réservé aux Congolais des pères et des mères. 39,5 millions de dollars, c'est à cette hauteur qu'est chiffré l'aide humanitaire du Canada en RDC cette année. L'ambassadeur canadien en poste à Kinshasa a tenu un point de presse jeudi pour annoncer cet important geste. À la veille des élections à l'UNPC, section Kinshasa, les journalistes parlementaires de la RDC se rangent derrière la candidature de Jean-Marie Kassamba. Ils en appellent à la mobilisation tous azimuts de leurs collègues afin d'un vote utile. Merci à tous de votre attention. L'actualité, vous le savez, elle continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. C'est à la morgue du cinquantenaire que ces derniers hommages ont été rendus au patriarche Bonaventure Kilolo. Difficile pour ses enfants et petits-enfants, ainsi que sa veuve, de retenir ses émotions devant les différentes personnalités civiles et militaires du pays. Le pasteur Patrick Boukoutou, qui a exhorté l'audience, prendra désormais les commandes de l'église centre évangélique Sinaï qu'avait fondé le feu patriarche Bonaventure Kilolo, passant une importante partie de sa vie au service de l'Éternel. S'en est suivi des témoignages et oraisons funèbres, y compris des hommages en Kilouba. Avocat de renom, Maître Aimé Kilolo est le fruit de ce qu'a été son défunt père. Son témoignage a été le plus émouvant. Aujourd'hui, nous nous résignons, nous acceptons cette volonté du Seigneur parce que lui-même nous a toujours appris de se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est que je voudrais aussi souligner, c'est finalement ce que papa nous laisse comme héritage. C'est essentiellement la foi. Né le 6 janvier 1938 à Mukanga, chefferie de Kayumba, territoire de Malimankoulou, le patriarche Bonaventure Kilolo a également été ancien directeur principal à la Banque centrale, conseiller juridique à la présidence de la République et dignitaire de l'Ordre national du Léopard.